Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Négociations salariales, une prime est proposée par le gouvernement fédéral. Les libéraux sont d'accord, les socialistes se sont gênés aux entournures et les syndicats disent non. Une discussion politique autour de la fessée. L'objectif, interdire les châtiments corporels dits éducatifs tels que la gifle ou la fessée pour les enfants. Les forains en ont ras-le-bol alors que les parcs d'aventure, les brocantes, mais aussi les parcs d'attractions peuvent redémarrer, eux pas. Tension entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les pêcheurs français n'apprécient pas les restrictions sur leur accès aux eaux britanniques. Il a fallu dépêcher des patrouilleurs en mer. Une de nos équipes a pratiqué l'escalade pour aller à la rencontre des hiboux grand-ducs. Ces prédateurs ont été réintroduits chez nous. Aujourd'hui, on les bat à Gap. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On peut parler d'une proposition qui passe mal. L'histoire se passe en deux temps. D'abord, l'échec des négociations entre patrons et syndicats sur l'accord interprofessionnel. Cette nuit, le gouvernement fédéral s'est mis d'accord pour permettre aux entreprises qui ont enregistré de bons résultats durant la crise d'accorder à leurs travailleurs une prime de maximum 500 € net. Et après l'accord, les libéraux et les socialistes du gouvernement se déchirent et les syndicats ne sont pas d'accord. Didier Mkwash, Mathieu Valwinkel, Laurent Var. Une caissière de supermarché, un ouvrier dans le secteur de l'acier et une employée dans le domaine pharmaceutique. 3 professions concernées par l'accord interprofessionnel. Après l'échec des négociations entre patrons et syndicats, le gouvernement a repris la main. Et aujourd'hui, voici ce qu'il propose. Il y a une faculté qui est créée pour des entreprises qui ont bien marché pendant la période de crise, de dire, voilà, les travailleurs, on va vous donner une partie de cela, on va vous récompenser pour cela avec un maximum de 500 € net qui peut être attribué au niveau d'une entreprise. Concrètement, le gouvernement propose une prime de maximum 500 € net en 2021 à négocier pour les travailleurs des entreprises qui ont fait des bénéfices pendant la crise et sous la forme d'un chèque consommation. La marge salariale reste fixée à 0,4%, hors l'indexation de 2,85%. Une proposition qui passe mal du côté des syndicats qui parlent d'un grand flou. Il y a des propositions de prime unique, mais dont les contours ne sont pas clairs. Une ouverture à discuter du salaire minimum, mais sans dire ni de combien, ni de quand. Et puis sur les fins de carrière, qui est quand même un thème important pour beaucoup de travailleuses et de travailleurs. On parle uniquement des emplois de fin de carrière sans parler des prépensions. Donc les points d'interrogation sont quand même importants et nombreux aujourd'hui. Parmi les points qui figurent dans la proposition, il y a la hausse du salaire minimum. Mais l'interprétation n'est pas la même pour tous les partis du gouvernement. Pour nous, il faut aussi qu'on continue le travail sur le salaire minimum. Ça fait partie de l'accord. Et s'il n'y a pas d'accord sur tout, alors il y aura d'accord sur rien. Il y a 4 sujets qui sont sur la table des partenaires sociaux. Donc les partenaires sociaux doivent discuter. Il n'y a aucune obligation d'atterrir maintenant. C'est un travail qui doit se faire sur la durée. La FGTB a déjà annoncé qu'elle rejette la proposition. La CSC se donne le temps de consulter ces instances. Les syndicats pourraient mettre leurs menaces à exécution et mener des actions sur le terrain. Et juste après ce journal, nous serons dans l'actualité. L'invité de Jeudi en prime, c'est le président de la FGTB, Thierry Botsson. La fessée revient dans l'agenda politique. 2 propositions de loi ont été déposées à la Chambre pour modifier le Code civil et interdire les châtiments corporels dits éducatifs tels que la gifle ou la fessée pour les enfants. Alexis Gonzalez, Didier Mkwash. Une tape sur les fesses, une gifle ou tirer sur les oreilles, ces châtiments corporels dits éducatifs seront-ils bientôt interdits? C'est en tout cas l'objet de 2 propositions de loi déposées au Parlement fédéral qui verraient la modification du Code civil. Ici, à Morlanway, ses enfants et parents en parlent aisément. C'est quelque chose qui a été très très rare. C'est plutôt vraiment quand ils nous poussent à bout en fait. Parce que des fois j'étais pas très sage. Et ça t'a aidé à comprendre que tu avais fait une bêtise Oui. Autant pour nos parents, etc., je pense que c'était quelque chose qui faisait partie de l'éducation. Actuellement, voilà, je pense que ça se perd et quelque part heureusement. Pour ce psychopédagogue, il n'y a aucune vertu éducative dans ces gestes physiques, mais il ne faut pas non plus confondre avec maltraitance.
La gifle ou la fessée ne sont maltraitantes que par le sens qu'il leur est donné. Si vous êtes exaspéré par votre enfant et que, à un moment donné, vous n'en pouvez plus, puis il y a une gifle qui n'a aucune signification et que vous êtes en mesure de le dire à l'enfant, écoute, c'est juste le signe de mon énervement, il n'est pas question de pénaliser ce type de comportement et il n'est même pas question de culpabiliser les parents qui auraient ce type de comportement. Pour lui, une loi ne résout pas les problèmes mais donne un cadre pour agir et il faut surtout réinjecter des moyens pour répondre aux réalités vécues dans certaines familles. Et ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser, c'est quels moyens donne-t-on aux personnes qui doivent soutenir ces familles, notamment dans cet effet loupe qu'on a vu après le confinement, parce que les difficultés intenses vécues dans ces familles nécessitent certainement une interrogation générale en termes d'octroi de moyens. 61 pays dans le monde, dont 23 Européens, ont interdit les châtiments corporels à l'égard des enfants. Le Parlement fédéral examinera prochainement la question. Une action originale des coiffeurs et coiffeuses cet après-midi devant le Parlement. Ils souhaitent, comme pour l'ORECA, que l'on abaisse la TVA à 6%. Ils ont fait savoir donc leurs revendications devant le Parlement avec des modèles au nom d'Alexandre De Crol, Sophie Wilmech, Georges-Louis Bruching ou Elio Di Coupo. Je cite bien sûr, mais comme toute manifestation est interdite dans la zone neutre, la police est intervenue rapidement pour mettre fin à cette action que l'on peut qualifier malgré tout de décoiffante. C'est de demander une baisse de TVA de 6% pour avoir plus de trésorerie, qu'on puisse garder notre personnel et qu'on puisse survivre à cette reprise qui n'est pas facile du tout. Une loi va passer, c'est ça? Vous espérez qu'une loi passe? Voilà, il y a une loi qui va être présentée aujourd'hui sur cette baisse de TVA comme pour l'ORECA et on espère que ça passe. Et on ne peut pas dire que la roue tourne pour les forains. Ils attendent toujours une date pour recommencer, alors que dès ce week-end, ça redémarre dans les parcs d'aventure, les brocantes, mais aussi les parcs d'attractions. Les forains perdent patience et comptent introduire une action en justice. Benjamin Carlier, Eric Bébert. Tu te mets en position de sécurité à l'écart du train et tu donnes l'accord. Ok, bien. Dernière séance de formation pour cette saisonnière sur le loup-garou. Car dès samedi, cette attraction, comme toutes les autres en extérieur, accueillera ses premiers visiteurs. Cela fait maintenant 15 jours que l'on s'active aux 4 coins du site pour que tout soit prêt. On peaufine à présent les derniers détails. Terminer la pose de certains signalétiques, le nettoyage des files d'attente, mais les attractions sont prêtes et nos équipes sont déjà formées. Ici, on est impatient de pouvoir accueillir à nouveau du public car le parc a investi 25 millions d'euros dans de nouvelles attractions et décors. Mais à 48 heures de l'ouverture, on ne connaît toujours pas le protocole sanitaire qui entrera en vigueur. L'arrêté royal fixant ces conditions n'a toujours pas été publié. Le parc s'est donc basé sur les règles de l'an dernier, notamment en matière de capacité d'accueil. La capacité est limitée, mais à peu près entière du parc, ce qui nous permettra d'accueillir à peu près 7 à 8 000 personnes. Pendant ce temps-là, les forains, eux, ne peuvent même pas accueillir une seule personne sur leur attraction. Elles sont entreposées sur leur camion, parfois depuis plus d'1 an, et ils n'ont encore aucune certitude d'une possible date de réouverture. Une incompréhension totale qui les a poussés à mettre en demeure l'État belge de leur fournir un protocole de réouverture pour le 11 mai prochain. Notre secteur, c'est un secteur d'activité en plein air, avec le masque toute la journée, nous ne comprenons pas. Et nous allons simplement demander au gouvernement de nous fournir les spécificités de réouverture de nos secteurs, parce qu'une fois, ça ne s'ouvre pas comme un magasin, il faut du temps à la commune pour organiser la foire. Et s'ils n'obtiennent aucune réponse, ils sont bien décidés à aller en justice pour ne pas perdre une nouvelle saison de foires et d'événements. 2 nouvelles arrestations dans le dossier Avrox, cette société luxembourgeoise qui a vendu 15 millions de masques à la défense belge l'an dernier. Des masques dont l'efficacité, vous le savez, est très controversée. Le patron de la société est arrêté à Cannes hier et une autre personne ce jeudi à Luxembourg. Le point sur l'enquête, Benoît Raymond, Sandrine Lambiotte et Daniel Velter. Ce jeudi à Luxembourg, au siège d'Avrox, les perquisitions ont repris. Elles se solderont par la saisie de ce véhicule appartenant à l'un des dirigeants de la société. Depuis le début de la semaine, pas moins de 20 enquêteurs sont ici mobilisés. Dans la foulée, le parquet de Luxembourg nous confirmera l'arrestation de l'un des responsables, ici au Grand-Duché. Mardi, c'est en France, à Cannes, que la justice arrêtait le directeur d'Avrox, Laurent Héricor, qui, il y a quelques mois encore, nous vantait la qualité de ses masques. Ils ont été testés, vérifiés. Ils répondent à l'entièreté des standards internationaux, européens et nationaux. Ce masque n'a besoin d'être lavé qu'à 30
degrés avec un bon détergent pour être désinfectés. Il est très important de répéter ce message aux Belges pour qu'ils soient rassurés. Depuis, ces masques sont considérés comme toxiques. Ils ont été retirés des pharmacies où ils étaient distribués et font donc l'objet d'une enquête internationale. La justice belge soupçonne des irrégularités dans l'octroi du marché. Ces dirigeants sont poursuivis pour faux, usage de faux, escroquerie, blanchiment et entrave à la liberté des enchères. Le patron d'Avrox, Laurent Héricor, devrait être extradé vers la Belgique la semaine prochaine. L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Une voiture en feu cet après-midi dans un tunnel du ring de Charleroi. Heureusement, le jeune couple à bord a pu sortir du véhicule et cela bien sûr à temps. Il y a eu beaucoup de confusion car une dizaine de voitures ont effectué un demi-tour pour évacuer le tunnel et se sont retrouvées à contresens sur le ring 3. Les pompiers ont dû se frayer un passage dans l'embouteillage. Aucune victime, mais pas mal de perturbations. Le tunnel a vite rouvert. Une page santé, à présent, c'est une réalité encore souvent minimisée et pourtant très répandue. Une femme sur 10 a déjà fait une fausse couche. C'est ce qui ressort d'une étude de la prestigieuse revue médicale The Lancet. Perdre un bébé qu'on n'a pas connu, c'est ce qu'on appelle le deuil périnatal. Ce soir, on vous propose d'entendre le témoignage de mamans qui ont vécu ce traumatisme. Vous allez le voir, le phénomène est encore très tabou. Cédric Rifflard, Paul Peters, Gaëtan Yon et Sophie Mergen. Bonjour. Entrez. Merci. Julie est enceinte de bientôt 7 mois. Et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Vous la sentez bien bouger? Oui, oui. Elle bouge bien tous les jours? Bien tous les jours. Mais l'angoisse est omniprésente, car Julie garde ce traumatisme de sa première grossesse. C'était il y a 1 an. À 5 mois, elle a dû faire le deuil de son bébé. C'est une cicatrice qui restera tout le temps. Ça, c'est sûr. Encore là maintenant. Même si, désolée, même si le deuxième bébé est là, enfin c'est le deuxième pour moi, c'est comme je vous ai dit, même si le premier n'a pas abouti, ça restera mon premier. Julie a dû accoucher de ce bébé qui ne pourrait pas survivre à cause de malformations. Elle a ensuite fait une fausse couche et s'est sentie très seule. C'est vraiment ça, pourquoi moi? Pourquoi moi, pour mon premier, ça doit se passer comme ça? Pourquoi tant de souffrance? On a eu l'impression qu'on était les seuls à avoir vécu ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne parle pas facilement, en fait. Enfin, c'est certainement pas quelque chose auquel on se vante. Et pourtant, chaque minute, dans le monde, 44 grossesses sont perdues. Une grossesse sur 6 est une fausse couche. Le fait vient que les patientes n'en parlent pas ou n'osent pas en parler et qu'il y a un tabou comme si c'était honteux, alors que, en fait, oui, nous on en voit toutes les semaines. Un véritable tabou, alors que les conséquences psychologiques sont bien réelles. Culpabilité, perte d'estime de soi, angoisse pour les futures grossesses et tous les non-dits n'aident pas à faire le deuil. C'est un peu une façon de se protéger par rapport à l'angoisse de la mort. Donc les familles vont dire des choses comme tu ne l'as pas connu ou tu en auras un autre. Et donc ça blesse énormément les femmes qui du coup ne s'autorisent plus à dire leur souffrance et donc vont se renfermer sur toutes ces émotions négatives. Psychologues et chercheurs appellent à démystifier le phénomène pour une meilleure prise en charge. Un appel partagé par Julie qui a elle-même souffert d'un manque d'accompagnement. À suivre dans ce journal, Joe Biden souhaite la levée des brevets pour les vaccins pour que ce soit accessible à d'autres fabricants et donc accélérer la production. On fera le point sur ce dossier. À cause du Covid, vous le savez, pas mal de cours ont été suspendus. Dans l'enseignement technique, les stages en entreprise ont permis parfois de rattraper le retard. Un projet original, réhabiliter la forêt domaniale de Saint-Michel entre Nassonne et Saint-Hubert. Vous le verrez, une forêt qui souffre pour l'instant. Si je vous dis que ce qui suit, c'est une histoire de poissons, vous pourriez sourire. Mais en fait, il s'agit d'une tension entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les pêcheurs français dénoncent les restrictions sur leur accès aux eaux britanniques. La tension est telle qu'il a fallu déployer aujourd'hui les patrouilleurs sur place pour éviter une aggravation de la situation. Philippe Huibaud, Pascal Bustamante. Une manifestation en pleine mer. Les pêcheurs français sont venus dire leur inquiétude jusque dans le port de Jersey qu'ils ont brièvement bloqué.
Leur crainte que les accords sur la pêche signés lors du Brexit ne soient pas respectés. Les Britanniques devaient octroyer des licences de pêche, ce qu'ils ont fait, mais au nombre de 41 sur 344 demandes enregistrées. Et si l'accord ne revient pas à la normale, on va pas pouvoir survivre. Il va y avoir 50% des bateaux, ouais, même plus que ça, il va y avoir 80% des bateaux français qui vont disparaître. De plus, ces fameuses licences sont assorties de conditions inexistantes auparavant. Limitation des zones de pêche, des espèces de poissons autorisées, de méthodes de pêche aussi. Ces licences étaient accompagnées de mesures techniques restrictives qui différaient pour tous les pêcheurs, et ces mesures techniques sont complètement illégales et violent le traité et la négociation du Brexit. Alerté de la manifestation, le gouvernement britannique a envoyé 2 bâtiments de la marine sur la zone, au grand soulagement des autorités de Jersey. Nous avons été très reconnaissants que le Premier ministre ait déclaré hier soir qu'il nous apportait son soutien total et déployé les navires dans les eaux de Jersey à titre de précaution pour garantir que la manifestation est bien une manifestation et pas un blocus. En France, le gouvernement se range résolument aux côtés des pêcheurs, prêt à dégainer des sanctions si l'accord Brexit n'est pas respecté. Vous le savez, dans l'accord, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, ces mesures de rétorsion, nous sommes prêts à les utiliser. L'Europe, la France a des moyens. C'est inscrit dans l'accord. Alors, en ce qui concerne Jersey, je rappellerai par exemple le transport d'électricité par câble sous-marin. L'Union européenne a appelé au calme, demandant que le différend se règle par voie diplomatique. Les pêcheurs ont rencontré les autorités de Jersey et sont rentrés à leur port d'attache jusqu'aux prochaines actions. Le président américain Joe Biden souhaite ce qu'on appelle la levée des brevets pour les vaccins. Donc, d'une certaine manière, les secrets de fabrication seraient accessibles à d'autres fabricants. Les firmes pharmaceutiques ne voient pas cela d'un très bon œil. L'Organisation mondiale de la santé applaudit. Pour certains, cela permettrait une accélération de la production, mais d'autres ne sont pas du même avis. Vincent Oufti, Camille Dekecker, Aurélie Didier. C'est un changement de position radical. Le président Joe Biden annonce que les États-Unis participent aux négociations sur la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19 à l'Organisation mondiale du commerce. Président Biden, allez-vous soutenir une dérogation à l'OMC? Le gouvernement américain va faire cela? Oui, je vais en parler plus tard dans la journée, oui. L'Organisation mondiale de la santé affirme que cette annonce est un moment monumental dans la lutte contre le Covid-19. L'Union européenne n'était pas favorable à la levée des brevets jusqu'à présent, car les négociations risquent de prendre du temps. Mais aujourd'hui, la présidente de la Commission ouvre une porte. Nous sommes prêts à discuter de la manière dont la proposition américaine de dérogation à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid pourrait contribuer à atteindre cet objectif. Emmanuel Macron affirme qu'il est pour la levée des brevets, mais que ce n'est pas une solution miracle. Vous pouvez transférer la propriété intellectuelle à des fabricants pharmaceutiques en Afrique. Ils n'ont pas de plateforme pour produire de l'ARN messager. Votre sujet, c'est de transférer la technologie, le savoir-faire pour qu'il y ait des plateformes qui produisent des vaccins ARN messagers en Afrique. C'est ça la clé. Cet économiste propose également une autre solution, que les pays émergents s'associent pour faire des commandes massives de vaccins. Il y a déjà une dizaine de vaccins disponibles sur le marché, dont 3 ou 4 à moins de $10. Et il y en a une vingtaine qui vont être acceptés, validés dans les mois qui viennent. Eh bien, je pense que ces pays doivent les mettre en concurrence avec des capacités de commande gigantesques, et ce qui permettra de faire réduire les prix. Selon cet expert, la vaccination dans les pays émergents coûterait 3,5 milliards d'euros. Les pays riches pourraient payer. Au regard des pertes fiscales engendrées dans le monde par la crise sanitaire, calculées à 6 000 milliards d'euros, ce serait selon lui un bon investissement. Toujours à propos de vaccins, désormais 10% de Belges de plus de 18 ans ont été vaccinés avec 2 doses et 28% de l'ensemble de la population belge a désormais reçu une première dose. La fin de l'année scolaire approche et on le sait, elle était fortement perturbée pour les élèves. Encore plus peut-être pour ceux qui sont dans le technique qualifiant. Les heures de pratique ont été divisées et oui par 2. C'est dire si les stages en entreprise ont permis quelque peu de rattraper les manques. Reportage, Rida Benmouda, Serge Scott, Bruno Duvillier et Tidier Mkouach. Donc ici, tu vas passer tous les fils vers le bas, d'accord ? Les plier, les faire venir bien correctement et les connecter ici, tout le long.
couper, dénuder et remettre dedans. D'accord ? Georgie effectue son dernier stage de l'année. Cet élève de 6e électricité s'applique car ces derniers mois, apprendre le métier à l'école avec l'enseignement hybride, ça n'a pas été simple, loin de là. C'est un métier manuel et puis on n'apprend pas un métier manuel derrière un ordinateur, quoi. Et ça t'inquiète, ça, toi, pour ton entrée sur le marché du travail? Est-ce que tu as peur de ne pas être prêt? Bien sûr, ça peut impacter, oui, Pourquoi? effectivement. Parce qu'on n'a pas vu toutes les bases qu'on devait avoir, quoi. Sur ce chantier, le patron accompagne son apprenti. C'est pas un électricien formé à 100%, mais ça, c'est pas grave pour vous? Non, en effet, c'est pas vraiment très grave. Il a quand même des bonnes bases. On va l'apprendre sur le terrain. C'est tout le but de la formation, de repérer les bons éléments qui s'adaptent à notre entreprise, évidemment, et pouvoir accroître notre personnel. Nous en avons besoin, en fait. Donc, on est en recherche de personnel actuellement. En enseignement hybride depuis octobre dernier, les apprentissages pratiques à l'école ont été perturbés. C'est pourquoi les élèves sont suivis sur les lieux de stage par le professeur titulaire. Nous avons perdu énormément de pratiques en atelier. Ici, ces stages comblent ce qu'ils n'ont pas vu en classe. Dans cet atelier d'ébénisterie, Corentin, lui, décompte les jours avant la fin de sa scolarité. Malgré la crise sanitaire, il se sent prêt à travailler. Ça fait assez longtemps que j'attends ça, ça fait assez longtemps que j'en ai envie. Et là, il est grand temps que je puisse enfin partir de l'école et aller travailler. Dans les écoles de technique qualifiant, les ateliers ont été vides un jour sur deux. Tous les exercices pratiques ne seront pas achevés d'ici juin et la fin de l'année scolaire approche à grands pas. Le conseil de classe va jouer son rôle, comme il l'a toujours fait, en prenant en considération, et peut-être avec de nouveaux éléments, d'une autre façon, tous les éléments dont il dispose pour valider la certification en toute bienveillance. D'ici là, pour ces élèves, il ne reste que quelques semaines avant la fin de l'année, avant leur rentrée sur le marché du travail, un marché qui les attend impatiemment, vu la pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs. Un sujet à découvrir à présent sur la pointe des pieds. Les ballerines ont à nouveau beaucoup de succès. Et pourtant, vous allez le voir, elles ont parfois été accusées des pires choses. Serge Scott, Bruno Gatti, Raphaël Albardier. Son retour parce que c'est une chaussure plate, confortable et féminine à la fois. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens n'ont plus envie de s'habiller, de s'apprêter trop. Elle est dans l'air du temps. Elle se marie bien avec de nouveaux modes de consommation et de vie. Créée en 1930, la ballerine est destinée aux danseuses de ballet. Et c'est la marque Repetto qui, 20 ans plus tard, va la populariser et la sortir des salles de danse. Elle séduit alors les stars de cinéma comme Brigitte Bardot ou encore Audrey Hepburn, puis d'autres comme l'influenceuse Alexa Chung ou encore Kate Moss et Amy Winehouse qui vont en faire une pièce iconique de leur garde-robe. La ballerine a pendant longtemps envahi la planète mode jusqu'à l'overdose pour certains. Je pense que c'est comme le soutien-gorge ou comme le string. Je pense que certaines pièces d'habillement, parce qu'elles incarnent une certaine forme de féminité, vont avoir une portée symbolique plus forte que d'autres. Donc la ballerine, parce qu'elle incarne ce côté femme-enfant, une certaine féminité, les gens ne se battent pas contre une pièce de vêtement pour des raisons purement esthétiques, mais plutôt pour tout ce qu'elle incarne et pour le genre de femme qu'elle nous obligerait à être en la portant. L'univers de la danse, popularisé dans de nombreuses séries dernièrement, a sans doute aussi aidé au retour de ce chausson des villes. La ballerine semble donc avoir retrouvé ses lettres de noblesse.
Et à présent, un trésor au sein d'une bibliothèque. La foire du livre bat son plein chez nous, en version virtuelle. Il faut savoir aussi que chaque publication éditée en Belgique depuis 1966 se trouve en dépôt au sein même de la Bibliothèque royale de Belgique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le dépôt légal. Jérémy Dessalle, Sandrine Lambiotte et Dominique Dussin pour le reportage. C'est un endroit méconnu, interdit au public, où sont conservés depuis des décennies des millions de livres, de périodiques et de journaux. Les magasins du dépôt légal de la Bibliothèque royale de Belgique. Depuis 1966, pour l'époque moderne, toute publication éditée en Belgique ou écrite par un auteur belge doit y être déposée et conservée. Donc vous êtes dans la tour des livres, une tour de 17 étages qui fait 150 km de rayonnage et plusieurs étages sont occupés par le dépôt légal. Chaque jour, des centaines d'ouvrages arrivent au dépôt légal de la Bibliothèque royale. Tout éditeur belge est tenu d'y déposer 2 exemplaires des livres qui paraissent. Les publications sont classées, répertoriées avant d'être envoyées dans les magasins. Aujourd'hui, c'était essentiellement des livres pour enfants qui étaient arrivés, mais l'on trouve vraiment de tout au dépôt légal. Ça va de la thèse universitaire aux livres pour enfants, de la bande dessinée à la publication de poésie, des études universitaires, des livres de droit, des ouvrages de médecine, des ouvrages d'ingénierie. Il ne faut pas croire que les rayons de la Tour des Livres n'abritent que des livres. On y trouve aussi, par exemple, ce théâtre de marionnettes, et ce parce qu'il contenait une publication. À côté des premières éditions de bande dessinée, on trouve également des ouvrages peut-être un peu datés, comme ce livre consacré au classement des cassettes VHS ou une introduction à Windows 2. À un autre étage de la tour, ce sont les magazines et les périodiques qui conservent la mémoire belge, comme ces femmes d'aujourd'hui, au charme suranné de la fin des années 60. Les livres conservés au dépôt légal peuvent être consultés, mais ils ne peuvent jamais quitter les locaux de la KBR. Un patrimoine sur papier qui devrait bientôt s'enrichir d'un patrimoine digital. Le dépôt légal étudie en effet la conservation des publications numériques, un vaste chantier. Vous êtes très nombreux et vous êtes formidables chaque fois lorsque vous participez financièrement à l'opération CAP 48. 8 millions de dons ont été récoltés en 2020. Cela va permettre de financer 135 projets dans le secteur du handicap et de l'aide à la jeunesse. Reportage Jérémy Deneville, Antoine Lepavec, Marc Mélon. À Saint-Georges-sur-Meuse, la SBL Mistral accueille 30 adultes autistes. Sur le coup de 15 heures cet après-midi, c'était pour une partie des résidents le moment de se détendre. Nous accueillons des personnes atteintes d'autisme qui auparavant étaient généralement hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques. Et ici, nous pouvons leur offrir une approche adaptée à leurs besoins, tant pour les aider à évoluer dans l'autonomie que dans le processus de vieillissement. Mistral a ouvert ses portes en 1994. 27 ans plus tard, des projets d'aménagement sont sur la table car les résidents prennent de l'âge. Il faut donc créer des structures adaptées. Nous souhaitons ouvrir un canton pour accueillir nos résidents vieillissants qui ont besoin d'une structure adaptée. Nous souhaitons débuter les travaux fin 2021, voire début 2022. Et le soutien de CAP 48 pour un montant de 300 000 € est le bienvenu dans un projet de 4 millions. À Warem, c'est l'entreprise de travail adapté Jean Guilaine qui va recevoir un coup de pouce de CAP 48. Ici, les 130 travailleurs conditionnent des produits alimentaires pour 30 clients. Malgré l'univers bruyant, la concentration des uns et des autres est nécessaire. Surtout derrière, pour bien regarder si les étiquettes sont bien mises, si les dates sont bien imprimées. Oui, ça demande quand même de l'attention. Ça vous plaît comme travail? Ça me plaît, oui. Oui. Vous êtes toujours occupé? Oui, voilà. Il y a toujours à faire, monter des cartons. Et voilà, quoi. Aller chercher les cartons là. La rentabilité, la pérennité, la bienveillance et l'entraide sont des valeurs centrales de l'entreprise. Il y a de fait une intense activité. Maintenant, on respecte le rythme de travail. Des fois, certains sont moins vigilants que d'autres. Mais c'est la solidarité qui joue sur l'équipe totale. Donc ils s'arrangent entre eux pour essayer d'avoir un certain rythme de travail, mais qu'ils complètent chaque jour très, très, très bien. Pour être plus efficace, la société met la main au portefeuille. Donc nous allons acheter une camionnette toute neuve qui va nous permettre de livrer nos différents clients en circuit court et de faire le covoiturage de notre personnel pour l'entreprise. CAP 48 verse 25 000 € à cette entreprise de travail adapté.
Coup de projecteur à présent sur les jeunes hiboux grand-ducs. Chez nous, l'Institut royal des sciences naturelles pose des bagues sur ces jeunes hiboux. L'Institut veut suivre les mouvements de ces animaux. En effet, la population de ces prédateurs est encore fragile depuis sa réintroduction en 1990. Thierry Cassard, Jean-Marie de Kessel, Maxime Dumoulin. Les yeux rivés sur cette falaise, ils cherchent dans la roche un point minuscule, presque invisible à l'œil nu. Dans une cavité, un des 200 couples de hiboux grand-ducs du pays a décidé d'élever 3 poussins. L'occasion rêvée pour cette équipe de l'Institut des sciences naturelles de les étudier de près. Alors on va essayer d'atteindre un nid de hibou grand-duc qui se trouve dans la falaise ici en dessous. Le grand-duc a pour particularité de nicher quasi tout le temps dans des parois rocheuses. C'est un super prédateur et ça c'est une caractéristique des super prédateurs, d'essayer évidemment de tout faire pour protéger son nid, pour assurer sa descendance. Allez. Objectif de cette opération technique, atteindre le nid et emprunter quelques minutes les précieux jeunes pour les équiper d'une bague. Un outil essentiel pour suivre cette espèce très fragile qui repeuple la Belgique depuis 30 ans à peine. Ça c'est tout à fait important pour nous de pouvoir tirer la sonnette d'alarme à temps si on constate de nouveau une baisse de la population ou une baisse du nombre moyen de jeunes par famille. On en profite pour mesurer leur taille, leur poids et faire quelques observations. Mais sa capacité à se serrer une proie, y compris un jeune renard, est exceptionnelle. Et on voit ici qu'il y a des petits coussinets, un peu comme chez un chat. Les petits ne se laissent pas impressionner et claquent du bec. Quant aux parents, ils retrouveront leurs jeunes ensuite comme si de rien n'était. Les oiseaux n'ont pas d'odorat. Donc les parents vont revenir nourrir, l'instinct nourricier est plus fort que tout, vont revenir les nourrir au soir, sans que ça ne pose préjudice aux poussins ni aux adultes. Baguer des espèces aussi rares, Didier est le seul ornithologue en Belgique à pouvoir le faire. Du coup, chaque opération du genre procure une certaine émotion à ce passionné. C'est vraiment un plaisir personnel de pouvoir découvrir ce qui, dans une certaine mesure, est un spectacle naturel. Ça, c'est tout à fait clair. La Société Wallonne des Eaux, propriétaire des lieux, développe l'accueil d'espèces rares comme celle-ci. Ces gages, dit-elle, d'un site sain et paisible, c'est justement tout ce que ces merveilles de la nature recherchent. Un beau projet avant de terminer ce journal, il s'agit de Nassonia. Le patron de Paradisa, Éric Dompe, a lancé un projet avec la région wallonne. Il s'agit en fait de réhabiliter la forêt domaniale de Saint-Michel entre Nassogne et Saint-Hubert. Vous allez le voir, il est temps car la forêt n'est vraiment pas en forme. Reportage de Brigitte Legrand et Françoise Walmac. C'est un petit paradis peuplé de chevreuils, de castors, de lynx, de ratons laveurs et traversé par des cigognes noires. 1650 hectares de forêt qui souffrent du réchauffement climatique et de l'appauvrissement des sols. Le projet Nassonia veut donner un second souffle à cette forêt. On se rend compte en fait qu'on a tellement agi sur cette forêt-là que la laisser faire pour reconstituer par elle-même ces processus, ça marcherait sur des siècles probablement. Et il n'est pas dit qu'on ait encore ces siècles devant nous. Et donc on a une philosophie qui est double. C'est agir, donc donner un coup de main à la nature pour l'aider à retrouver des paramètres qui lui permettront de se développer, mais après ça, laisser faire. Et une des pistes, c'est assez clairement de diversifier. Diversifier, c'est-à-dire planter d'autres arbres que le hêtre et l'épicéa, du chêne, de l'érable, du bouleau, du sorbier, toutes des essences qui vont résister au réchauffement climatique. Les concepteurs du projet ne verront sans doute jamais le résultat de leur action. Le défi Nassonia va s'étendre sur 80 ans. On est obligé de se projeter si loin. Et c'est pas facile parce que à l'échelle politique, à l'échelle d'une vie, d'une génération, on est beaucoup plus court par rapport à ça. Donc c'est obligatoire et c'est pas facile. L'idée de Nassonia est née dans la tête du patron de Paradisa. Éric Dompe est conscient que son parc est polluant. C'est peut-être pour lui une manière de se racheter. Ici, mon empreinte écologique, parce que j'ai toujours voyagé énormément pour créer ce parc. J'ai visité plus de 60 pays et donc j'ai souvent pris l'avion, bien entendu. J'arrive en plantant des kilomètres carrés de forêt, en ayant des actions sur le terrain qui sont largement plus importante que mon coût personnel. Si vous voulez, ça me permet plus facilement de supporter mon mode de vie, la façon dont je satisfais mes passions personnelles. Le gland qui a constitué ce chêne, il est tombé avant la Révolution française. Et aujourd'hui, on a devant nous un chêne de plus de 300 ans. Les petits gestes insignifiants que nous posons, nous, au quotidien dans ce projet Nassonia, on en verra réellement probablement les frics en 2100 ou en 2150, et que si on n'est pas en capacité tous de se projeter à cette échelle de temps, alors le défi environnemental ne sera jamais relevé.
Quand les gestionnaires de Nasonia coupent un chêne d'un âge vénérable, ils en plantent 1000 autres pour être certains d'assurer la relève. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, je vous retrouve pour Jeudi en prime avec Nathalie Maleux. Notre invité, c'est le patron de la FGTB, Thierry Baudson. A tout de suite.